temps pour venir nous parler de ton livre qui a reçu le prix du livre politique. La France est-elle finie? Quel est le titre de ce livre? Et nous savons qu'avec toi, la France n'est jamais finie, mais qu'au contraire, chaque fois que tu prends la parole, tout recommence. J'accueille ce soir, ici, à Désir d'Avenir, d'abord un ami fidèle, un ami engagé, un ami qui a donné énormément de son temps, de son intelligence lors de la campagne de l'élection présidentielle de 2007. Et j'ai souvent dit, mais si tout le monde autour de moi avait été comme Jean-Pierre, eh bien sans doute que le résultat aurait été... mais un combattant pour la France, un combattant pour la République, qui n'a jamais varié, qui n'a jamais hésité, qui n'a jamais louvoyé, quelles que soient les responsabilités qu'il a eues dans la République, à la recherche, à l'industrie, à l'éducation nationale, à l'intérieur et à la défense, toujours ces valeurs farouchement ancrées dans notre idéal républicain ont permis à la gauche d'abord d'être fière de tout le bilan, de toutes les actions qu'il a accomplies à la tête de ses ministères, mais aujourd'hui encore de nous apporter dans ce livre décapant un chemin nouveau qui l'éclaire et qui explique d'abord par quelles difficultés, par quel dévoiement de la République, par quelles inégalités, par quelle puissance du néolibéralisme, par quel capitalisme débridé la France en est arrivée là. Et la question qu'il pose dans ce livre, c'est celle de savoir si la France va se résigner, oui ou non, à sortir définitivement de l'histoire pour devenir je ne sais quel parc d'attractions à l'extrémité occidentale d'une Europe elle-même marginalisée, ou bien si la France va retrouver la force de redevenir la nation des citoyens dont elle a fourni le modèle pour offrir un avenir à sa jeunesse et continuer son histoire. Jean-Pierre Chevènement nous livre une méditation sur le destin de notre pays, entre De Gaulle et François Mitterrand. Il rend enfin lisible dans toute sa cohérence l'histoire de notre dernier siècle. Il fournit ainsi les clés qui peuvent permettre un retour de la France et de la République du XXIe siècle au premier rang des nations. Oui, ce soir, nous accueillons un homme d'État et je lui passe la parole. Merci, chers amis, chers camarades, de votre accueil chaleureux. Merci à Dominique de m'avoir invité à participer, c'est le cas de le dire, à cette université participative. Alors, je me sens un peu petit garçon, là, au milieu, si j'ose dire, hein, au milieu d'une foule enthousiaste comme la vôtre, hein, qui s'apprête au combat, un combat que nous devons gagner. Merci à Ségolène de m'avoir convié, il y a de cela plusieurs mois. Je tiens donc à un engagement que j'avais pris, ça devait être au mois d'avril ou de mars, et c'est donc bien volontiers que je voudrais vous associer à une réflexion qui
doit conduire à l'action, car il n'y a pas d'action féconde dans la durée si elle ne s'enracine pas dans des analyses, dans une conviction longuement mûrie. La mienne l'est, puisqu'il y a 40 ans, très exactement, à 3 jours près, c'était le congrès d'Épinay. 40 ans. C'était pour moi l'occasion de prendre un peu de distance, de voir ce que nous avions fait, en quoi nous avions réussi, et peut-être aussi en quoi nous n'avions pas tout à fait réussi. Il faut s'interroger et le faire avec exigence, avec la volonté de comprendre son temps, de comprendre pourquoi la France en est aujourd'hui arrivée là, et comment nous pouvons relever les défis du futur. En tout cas, mon livre n'est pas seulement un livre d'expérience sur 40 ans, c'est un livre de méditation sur ce qui nous réunit, non seulement Ségolène et moi, mais vous tous, j'imagine, c'est-à-dire la France que nous aimons. Et ça, c'est une première chose, très importante, parce que je pense qu'entre Ségolène et moi, le courant passe, parce que je sais qu'elle est enracinée dans notre histoire, dans l'idée que la France se fait d'elle-même. Je la partage, elle partage avec elle aussi une autre conviction, c'est que nous ne devons pas laisser la France, le patriotisme, à la droite, qui s'en sert. Il instrumentalise à ses fins, mais qui souvent s'est révélé si peu fidèle à la patrie, en particulier dans des moments douloureux de notre histoire, dont moi je n'ai pas tout à fait perdu la mémoire, parce que c'est l'avantage de l'âge. Mon père était prisonnier, la maison de ma grand-mère brûlée, et j'ai gardé le souvenir de l'occupation allemande, de la libération. Je vais même vous raconter une petite anecdote. Les soldats allemands occupaient l'école de ma mère, institutrice, et ma mère me disait, mais ne va surtout pas à l'étage, parce que en 14-18, ils empoisonnaient les puits. Et puis, ils n'acceptent rien qu'ils puissent te donner. Évidemment, j'ai désobéi. Et ces soldats m'ont offert une orange. C'était en 1942. Et les Allemands devaient occuper la Tunisie, j'imagine. J'ai mangé cette orange et j'ai vérifié que, contrairement à ce que me disait ma mère, ce fruit n'était pas empoisonné. C'est mon premier souvenir. J'en ai beaucoup d'autres que je pourrais vous raconter, mais j'ai une certaine vision de l'histoire de notre pays. Je sais que il y a cette grande césure de 1940 qui est probablement une des dates les plus douloureuses, peut-être la plus douloureuse de notre histoire. Je dirais, il y a une date rayonnante, c'est 1789, qui était aussi une césure dans notre histoire, parce qu'avant il y avait l'ordre divin, et après il fallait inventer. Et les hommes de la Révolution, ils ont inventé quelque chose d'absolument formidable, qui est la République. C'était pas évident, parce que vous ne connaissez plus la République depuis l'Antiquité gréco-romaine, enfin romaine en particulier. Eh bien, ils l'ont inventé à la fin du XVIIIe siècle. Et ça, c'était formidable. Évidemment, la France a mis un siècle pour absorber cette histoire conflictuelle. Mais elle l'a fait. Et je reviendrai tout à l'heure sur la manière dont elle l'a fait, parce que je crois que ça a quelque chose à voir, si j'ai bien compris, avec la méthode que Ségolène nous a proposée. Les fondateurs de la Troisième République, ayant lu ou n'ayant pas lu Michelet,
avait compris que la République, c'était aussi la France. Que la France avait existé avant la République. Et que d'ailleurs, pour passer le contrat social, selon Jean-Jacques Rousseau, encore fallait-il parler une langue, par laquelle on puisse s'entendre, qui était le français. Donc, la France existait avant la République, et elle existe avec la République. Et aujourd'hui, son identité, c'est l'identité républicaine. C'est cette volonté de refondation, cette volonté civique, qui fait que nous avons fait le choix de l'égalité entre les citoyens. Nous essayons d'élaborer ensemble un projet à travers ce qu'on appelle le débat républicain. Et c'est cela qu'il faut faire, c'est le cœur même de la méthode, j'allais dire participative, mais en tout cas, il n'y a pas de débat sans participation. Il faut se mettre d'accord sur un projet qui soulève le peuple au-dessus de lui-même, puisque c'est le peuple qui est désormais le souverain, chaque citoyen étant une parcelle du souverain. Vous-même, chacune, chacun, vous êtes une parcelle du souverain et vous avez quelque chose à dire pour la suite de notre histoire. Et vous le savez, malheureusement, la République s'est effondrée en 1940, à la faveur de la défaite. Un certain nombre d'hommes ont choisi la voie de la capitulation, de l'armistice et de la collusion avec l'Allemagne. Tous ne sachant peut-être pas ce qu'était l'Allemagne nazie, parce qu'on pensait qu'il a pu y avoir des malentendus, mais enfin, malgré tout, ceux qui avaient une vision claire, et ils n'étaient pas nombreux, ceux-là n'ont pas fait ce choix qui a divisé le gouvernement de l'époque, le gouvernement Reynaud. Mais ceux qui ont fait le choix de continuer le combat l'ont fait à partir d'une analyse de ce qu'était le conflit. Quand vous relisez les discours du général de Gaulle, le 18 juin, il explique que la guerre est une guerre mondiale. C'est une vision planétaire. Il voit juste. Les autres se trompent. Ils pensent que c'est une petite guerre circonscrite à l'extrémité occidentale de l'Europe. Jean de Gaulle comprend que c'est une guerre planétaire, une guerre qui va embraser l'univers. Le 22 juin, il prononce un discours encore plus remarquable et que presque personne ne connaît. Il dit « Si les forces de la liberté devaient triompher, qui ne comprend que c'est à la fois l'honneur et l'intérêt de la France de ne pas cesser le combat. Car que serait la France si elle avait abandonné le combat en 1940, au lieu de le continuer au milieu des démocrates, qui à l'époque se résumaient à quelques gouvernements en exil en Grande-Bretagne et l'incomparable Winston Churchill. Mais je dirais, cette compréhension que l'intérêt de la France, et en même temps que son honneur, c'était de continuer le combat, c'était très fort. Et je pense qu'il faut que nous ayons une vue claire de l'avenir, parce que si on veut être au rendez-vous, il faut s'y être préparé. Et Charles de Gaulle aurait pu ne pas exister, disparaître. Il est le produit d'une circonstance exceptionnelle. Comme les républicains du Second Empire se sont trouvés projetés sur l'avant de la scène par la défaite de Sedan, le général de Gaulle a été aspiré à Londres et il était tout seul. Il était tout seul puisque les autres, même les plus méritants, je pense à Mandel, mais Mandel a été arrêté puis il n'avait pas sa liberté de mouvement. Enfin, dans le personnel politique de la Troisième République, c'était un fiasco, je le dis. Donc, revenons sur cette année 1940, parce que je pense qu'elle a été un moment où la France a vraiment douté d'elle-même. Elle aurait pu disparaître. Elle avait déjà failli disparaître
en 1914-1918. Car 1,5 million de ses enfants offerts en sacrifice, ce n'est pas rien. Et le deuxième coup, alors lui, était mortel aux yeux du reste du monde. Et il a fallu une foi extraordinaire, une détermination farouche pour que un petit nombre d'hommes résistent, puis peu à peu agrègent et retournent en quelque sorte non seulement le peuple français, parce que je ne pense pas que le peuple français, lui, ait consenti à la collaboration avec l'Allemagne. Je pense que ce sont nos élites qui s'y préparaient depuis longtemps, parce que nos élites pensaient qu'il y avait une guerre qu'il fallait faire, c'était la guerre avec l'URSS. C'était pas la guerre avec l'Allemagne. D'où le secret de Munich et de tant de dépopulation, parce qu'à chaque fois, il fallait mettre les puces. Alors, j'en reviens à la France, puisque c'est le premier point que je voulais développer devant vous. C'est ce qui nous rassemble, c'est la volonté que notre pays ne sorte pas d'histoire, comme par exemple les cités grecques sont sorties d'histoire. La France pourrait aussi être reléguée à un rang tout à fait mineur et s'effacer de la scène de l'histoire. Et c'est un risque qui n'est pas totalement conjuré. Il dépendra de vous, citoyens, que la France ne soit pas finie. Parce que c'est de la résolution des citoyens que la France peut tirer l'énergie de continuer. Nous avons fait un choix à la Libération. Enfin, il y a eu deux grandes visions. Il y a eu la vision de Gaulle, que tout le monde connaît, je ne vais pas la reprendre, elle a développé. Et il y a eu la vision de Jean Monnet, celle de la construction d'un après-guerre qui ne ressemblerait pas à celui de 1918, mais qui en même temps partirait d'un postulat, c'est qu'on allait pouvoir reconstruire l'Europe à partir d'un grand marché. Et en tenant en lisière autant que possible les souverainetés nationales, en faisant en sorte que les gouvernements soient réduits à un rôle d'exécution et que finalement l'instance qui proposerait, qui aurait le monopole de la proposition, soit une haute autorité qu'on appelle maintenant la Commission européenne. Et ce dessin, peu à peu, à travers la CECA, je ne parle pas de l'échec de la CED, qui n'a été qu'une parenthèse, le marché commun, qu'un s'est mis en mouvement, mais sans que nous ayons vraiment mesuré ce que cela signifiait. Cela signifiait aussi, il faut le dire, que la France, après la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale, souhaitait se prolonger dans une vision de l'Europe qui pourrait être un substitut à la France. Et je pense que cette vision, nous pourrions en discuter, parce qu'elle est présente au sein du Parti socialiste. J'ai relevé plusieurs discours de François Mitterrand, où il dit tantôt une chose et tantôt l'autre. Je le cite d'ailleurs dans mon livre. Et François Mitterrand, quand on connaît un peu sa philosophie, si vous avez à l'esprit un texte qui s'appelle « Le pèlerinage en Thuringe », qui est écrit au moment où il est fait prisonnier, où il part en captivité, où il médite sur notre histoire, sa philosophie, elle est très proche de celle de Jacques Bainville. C'est à peu près cette philosophie-là, et il pense que la dissolution du Saint-Empire a abouti au surgissement d'une nation allemande revancharde qui, à 3 reprises, aura fait la guerre à la France, parce qu'il y a une sorte de mécanisme de ressentiment présent dans l'histoire, et d'ailleurs dans tous les sens. Marc Ferraud écrit un très beau livre sur ce sujet. Donc François Mitterrand, il pense que, voilà, c'est une erreur tragique qu'a commise Napoléon, et qu'on n'insiste pas assez sur cette erreur, et on va insister beaucoup trop sur la défaite, sur la débâcle, sur ce qui lui arrive à lui. Ensuite, François Mitterrand a cet itinéraire compliqué. Il s'évade courageusement, il rejoint Vichy parce qu'il pense sincèrement qu'on peut reconstruire la France à partir de Vichy. Il se rend vite compte que ce n'est pas possible et que Vichy est une bétonnière, donc il va prendre ses distances et rejoindre la résistance en janvier 1943. Et il choisira
une résistance non gaulliste, on peut même dire assez anti-gaulliste. Mais c'est une autre vision qui est la sienne, qui n'est pas d'emblée la vision de Jean Monnet. François Mitterrand écrira encore en 1951 un livre qui s'appelle « La France des Flandres au Congo ». Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce livre, mais c'est très intéressant de voir les hésitations de François Mitterrand quant à la marche à suivre. Et quand nous arriverons au pouvoir en 1980, 10 ans après le congrès d'Épinay, nous allons essayer de traduire le projet socialiste et les 110 propositions qui en étaient extraites. Mais il faut le dire, le contexte n'est pas particulièrement porteur. C'est Reagan qui a gagné les élections en Grande-Bretagne, aux États-Unis, Thatcher en Grande-Bretagne, pardon, je ne peux pas les confondre, bien que sur la ligne politique se superposer assez. Et par conséquent, il y aura 2 années de politique hésitante et louvoyante. Je persiste à penser que nous n'avons pas fait le choix d'industrialisation, le choix de poursuite de ce qu'avaient été les 30 Glorieux, c'est-à-dire une période de regain français, de réindustrialisation, et en acceptant le système monétaire européen, qui était l'ancêtre de la monnaie unique, puis l'acte unique, qui était la traduction de la dérégulation anglo-saxonne sur le continent, nous avons fait un choix qui, naturellement, était réaliste, entre guillemets, dans l'immédiat, parce qu'on composait avec les forces dominantes, mais qui, à terme, n'était pas porteur pour la gauche et pour le socialisme. Et il n'était pas porteur non plus pour l'Europe, parce que l'Europe s'est confondue avec un logiciel néolibéral. Ce qui explique que pour les socialistes, c'est très difficile de revenir en arrière. C'est très difficile, parce que, en même temps, ils font sincèrement le choix de l'Europe, mais en même temps, ce choix était associé à un logiciel néolibéral. Et la monnaie unique, qui procède du traité de Maastricht, c'est le même choix d'une Europe qui se fait sans les nations, voire contre elles, puisqu'on fait comme si on pouvait mettre 17 nations ensemble dans une zone monétaire qui est loin d'être homogène. Il n'y a pas besoin d'être un grand économiste pour comprendre que l'Allemagne est un grand pays industriel qui a des niches technologiques, des monopoles techniques qui font qu'elle peut avoir une monnaie forte, ça lui va très bien parce qu'elle a des monopoles, donc elle vend ses biens d'équipement très facilement. Il y a d'autres pays qui ne peuvent pas vendre facilement leurs olives, c'est la Grèce, ou qui, du point de vue du tourisme, sont maintenant concurrencés par la Turquie, par beaucoup d'autres pays méditerranéens, parce que, évidemment, l'euro est une monnaie forte. Et il faut bien comprendre ceci, c'est que le mark était une monnaie qui convenait à l'Allemagne, il se réévaluait continuellement depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça n'empêchait pas l'Allemagne d'avoir des excédents. Mais le franc évoluait très différemment, nous avons dévalué de 30% à peu près tous les 10 ans. Moyennant quoi, nous avons quand même eu les 30 Glorieuses. Parce que notre industrie n'est pas du tout sur le même modèle que l'industrie allemande. Nous avons une industrie qui vend si ses prix sont compétitifs. C'est ce qu'on appelle les élasticités prix. C'est-à-dire que si nos prix deviennent trop chers, nous ne vendons plus, nous vendons moins. Et c'est ce qui nous arrive, notamment, je dirais, à travers l'expérience de la monnaie forte que nous avons faite depuis longtemps. Donc, il me semble, si vous voulez, que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, la crise de l'euro, était contenue dans la vision initiale. Erronée, il faut bien le dire, c'est qu'on pouvait faire une monnaie unique pour des pays très différents, avec des niveaux d'industrialisation qui ne sont pas du tout les mêmes, et fatalement, il se produit des écarts, notamment au niveau des taux auxquels les États empruntent. Eh bien, vous le savez, l'Allemagne, la France empruntent à 3,2%, l'Allemagne un petit peu moins, peut-être 3%, la Grèce emprunte à 10 ans à 16 ou 17%, l'Espagne à 5,5%, le Portugal à 6%. Mais vous vous rendez bien compte que c'est très difficile, compte tenu de l'ampleur de la dette, de financer tout cela sur la longue période. Donc, c'est une impasse, il faut le dire.
Et la grande question politique qui nous est posée, c'est de savoir comment on va s'en sortir. M. Sarkozy nous dit, moi je veux garder le triple A. Comment mieux reconnaître que ce sont les agences de notation qui désormais font la politique de la France? Le triple A, c'est... Quel horizon? Quel projet pour notre pays? Garder son triple A. Et il nous explique que s'il a fait la réforme des retraites, c'était pour garder le triple A. Et que s'il ne remplace qu'un fonctionnaire sur deux, c'est pour garder le triple A. Mais avec ça, je dirais, où va-t-on? C'est l'austérité à perpétuité, d'ailleurs elle est programmée. On doit soumettre maintenant un programme de stabilité aux institutions européennes au début de l'année, pour un budget que le Parlement votera, comme d'habitude, au mois de décembre, entre le 19 et le 21. Donc nous sommes pris dans ce fameux semestre européen, dont vous n'avez peut-être pas encore entendu parler, mais c'est une procédure qui fait qu'on doit soumettre en début d'année aux institutions européennes un programme budgétaire, car tout ceci s'applique d'ailleurs qu'au budget, on a l'impression que le reste n'existe pas. C'est un programme en fait d'austérité, de réduction de l'État à la pension congrue, de réduction des services publics. Et c'est un programme qui, naturellement, ne peut déboucher que sur la récession. Moyennant quoi le serpent se mord la queue, regardez, la Grèce est en récession, donc qui dit récession dit moins-value fiscale, déficit, endettement, et l'endettement de la Grèce passe de 100 à 150%. C'est la démonstration presque in vivo, si je puis dire, de l'imbécilité de cette démarche, qui s'applique aussi au Portugal, à l'Irlande, mais à l'Espagne, los indignados, les indignés, c'est des gens qui sentent bien que ça ne va pas. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Nous sommes pris dans la même mécanique infernale. Est-ce que nous allons pouvoir nous en sortir? Alors je pense que quiconque réfléchit sur la crise de l'euro, d'abord doit comprendre une chose. C'est que la solidarité européenne ne sera jamais aussi efficace que la solidarité nationale. La raison en est simple. Au début, on vous dirait pourquoi? Parce que les prélèvements obligatoires, comme on dit, c'est-à-dire les impôts et les cotisations de sécurité sociale, c'est 40% du PIB. C'est beaucoup. Le budget européen, c'est 1%. Et les Allemands, quand on leur demande de passer à la caisse, ils disent, écoutez, nous, on a déjà payé pour les Länder de l'Est, on ne veut pas payer pour le Péloponnèse ce qu'on a déjà payé pour le Brandebourg et la Poméranie occidentale. Voilà le raisonnement. Vous remarquerez qu'en France, on ne le fait pas. Car nous aussi, nous payons. Mais nous payons sans rien dire. Nous sommes très gentils. Nous payons, je dirais, l'aide à la Grèce, c'est 110 milliards, le Caisse de la Sécurité, 60 à 100 milliards, on ne sait rien. Portugal, c'est à peu près 80 milliards, l'Irlande aussi, si vous faites le total, on est à pas loin de 300 milliards. Les pays qui prêtent, c'est les pays qui ont des taux d'emprunt qui leur permettent de prêter à 5%. Donc c'est l'Allemagne, la France, la Belgique, peut-être l'Italie. C'est même pas sûr. Donc voilà la réalité, chers camarades. Et mon livre, évidemment, va bien au-delà de tout cela, parce que c'est une méditation sur le long terme. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que, naturellement, pour sortir de la crise de l'euro, il y a deux solutions. Ou bien on change les règles du jeu, au lieu de faire un programme de récession, on s'inspire un peu de ce que font les Américains, qui ont, quant à eux, une politique de très bateau d'intérêt et une politique à long terme de rétablissement de leurs finances publiques à travers une croissance du prélèvement fiscal. Mais ils ne veulent pas tuer la reprise. Ils sont beaucoup plus intelligents que nous, de ce côté-ci de l'Atlantique. Alors, ou bien nous renversons les termes du problème et nous choisissons une politique de croissance à l'échelle de l'Europe, nous donnons à la Banque centrale des missions
de soutien de la croissance et de l'emploi. Tu te souviens, Ségolène, quand tu as proposé cela au congrès du PSE à Porto, c'était fin 2006, il me semble, ou début 2007. Ah, ce fut un tollé. Mais ils avaient tort, et tu avais raison. Car c'est ce qui peut nous permettre de préserver une solidarité européenne et l'euro qui existe. Hein, je dis souvent que moi j'étais contre, hein, vous savez, j'étais contre Maastricht. Mais j'étais contre Maastricht, pas du tout parce que j'avais décidé d'être contre l'Europe. Moi je suis plutôt pour la solidarité européenne, pour le resserrement des liens entre les nations européennes. Simplement j'ai lu le traité de Maastricht, car je suis un laborieux. Donc j'ai lu le traité de Maastricht, ça devait se passer au mois de mars 1992. Alors là je suis tombé de l'armoire en voyant ce qu'était le statut de la Banque centrale, qu'avait dicté Carlo Topel dans le groupe de l'or, c'est lui qui était la plume, hein, 1989. Donc l'indépendance de la Banque centrale, la lutte contre l'inflation comme seule mission, tout ça c'était, je dirais, la projection de la Bundesbank sur la zone euro, c'était une move bis, c'était un arc bis, et je me suis dit c'est pas possible, on ne peut pas voter ça. Donc voilà, ça m'a fait de la peine parce que j'étais obligé de me séparer de bons camarades avec lesquels j'avais quand même milité depuis presque 30 ans, en tout cas au moins sur ce plan-là. Ça n'a pas gâté mes relations personnelles avec François Mitterrand, mais malgré tout c'était un désaccord. Et je me suis beaucoup interrogé sur les raisons pour lesquelles François Mitterrand, quand je lui disais mais ça ne va pas, une politique qui nous conduit dans le mur, il me répondait « faut faire confiance aux institutions, il faut faire confiance à la vie ». Alors je me suis longtemps demandé ce que ça pouvait signifier. Je pense que, sans vouloir faire parler les morts, hein, je dirais qu'aujourd'hui il faudrait changer les recettes, il faudrait changer le mode d'emploi, il faudrait changer les règles du jeu. C'est une interprétation du mitterrandisme, enfin si je peux dire, ça n'existe pas d'ailleurs, vous savez bien, chacun a son petit Mitterrand dans la poche, hein, et le lit à sa manière. Donc moi je dis que François Mitterrand peut-être dirait oui, ben, aujourd'hui il serait temps de changer les règles du jeu et puis de faire comprendre à Mme Merkel que bon, ce qui va pour l'Allemagne ne va pas forcément pour les autres, pour la France. Et si ça ne marche pas, si on n'arrive pas, parce qu'il faut essayer, je dirais, dans les rapports entre les peuples et entre les nations, entre la France et l'Allemagne, ça a été assez délicat tout au long de l'histoire, je dirais, depuis très longtemps, enfin, depuis les guerres napoléoniennes. Hein, donc, on va essayer, je dirais qu'il faudrait chuchoter à l'oreille de Mme Merkel un certain nombre de choses. Il faudrait essayer de lui faire comprendre que l'intérêt de l'Allemagne, et j'en viens à l'Allemagne, qui est mon troisième point, l'intérêt de l'Allemagne, ce n'est pas de faire cavalier seul. C'est de penser que son marché intérieur, c'est la zone euro, où elle fait 60% de ses excédents. Donc elle ne peut pas, à travers une politique salariale qui a plafonné l'augmentation des salaires depuis 2000, provoquer un déséquilibre pratiquement chez tous les autres pays de la zone euro. Ça, c'est pas une politique qui va dans le sens de la fameuse Allemagne européenne, chère à Thomas Mann, et que Helmut Kohl aimait citer au tournant des années 90. Plutôt une Allemagne européenne, une Europe allemande, je ne sais pas quoi. Hein. Donc, il faut essayer de faire comprendre à l'Allemagne la nécessité de penser une politique à la lumière de l'intérêt européen. Et j'aimerais attirer votre attention sur un point. Dans mon livre, je dis qu'il faut apprendre à raisonner en 3 dimensions. La dimension nationale, le patriotisme. La dimension européenne, parce qu'il y a une solidarité à laquelle nous devons travailler. Et la dimension mondiale, parce qu'on ne peut pas faire l'Europe en ignorant les intérêts généraux de l'humanité. Et on ne peut pas faire l'Europe comme si nous étions une forteresse, comme si nous étions tout seuls, etc. Et je voudrais saisir cette occasion pour quand même mentionner une chose qui est particulièrement choquante. Il y a 400 000 réfugiés en Tunisie, venus de Libye. Si vous prenez la proportion des populations, c'est comme si nous avions 2 400 000 réfugiés. Et quand vous voyez la manière dont a été traitée l'affaire de Lampedusa, ils étaient 20 000 les malheureux, hein, et bien c'est assez indécent.
Et je dirais que l'absence de réaction à la noyade de 200 malheureux il y a quelques jours est aussi quelque chose d'assez choquant. Alors, si le plan A que je viens de décrire ne marche pas, et il faudrait donner à la Banque centrale, parce que je crois que la Banque centrale est vraiment la clé du problème, il faudrait lui donner des attributions en matière de politique de change, pour que l'euro ne soit pas une monnaie surévaluée, qui pèse sur notre compétitivité, qui nous désindustrialise, qui favorise les délocalisations industrielles. Cet euro dont le cours de lancement était 1,16 $, il est aujourd'hui à 1,50 $, on va pas très loin, 1,45 $. Donc, il faut qu'il y ait une politique de change et il faut que la Banque centrale puisse également racheter des titres de dette pour casser la spéculation. Et que nous ayons une Banque centrale sur le modèle américain. Vous voyez, je ne suis pas un extrême gauchiste. Je propose simplement qu'on donne à la Banque centrale européenne les prérogatives de la Federal Reserve Bank. Bon, le Federal Reserve Bank. Voilà, c'est quelque chose que nous pourrions faire. Alors il faudrait le susurrer, le faire comprendre. Et puis, compter aussi sur des changements politiques. En Allemagne, vous savez, il y a des élections générales en 2013. Également en Italie. En France, en 2012. Il faudrait coordonner tout ça, le mettre en musique. Et pour ça, il faudrait que la gauche française se lève un peu matin. Sinon, nous serons affrontés à une crise qui touchera d'abord la Grèce. La Grèce ne pourra plus payer, elle fera défaut, comme on dit. Alors je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut l'éviter, etc. Moi je ne vois pas comment. Mais j'ai toujours pas compris. Mais on peut toujours l'expliquer. Mais après, avec 100 milliards d'aide en plus, on achète un peu de temps. On gagne 2 ans. Mais comme ensuite on serre la vis, etc., on se retrouve avec le même problème. Donc, je ne vois pas comment on éviterait l'effet domino, la contagion de la Grèce au Portugal, à l'Irlande, peut-être à l'Espagne. Et je pense même que l'Espagne sera le problème dans les années qui viennent. Enfin, peut-être même, il est impossible de prévoir. À ce moment-là, je crois qu'il faudrait faire preuve d'imagination, penser à revenir à ce qu'on appelait une monnaie commune, c'est-à-dire une monnaie qui vaut dans les échanges internationaux avec des devises nationales qui permettent l'ajustement. Tout cela, c'est possible. Et ça permettrait d'étendre le système de l'euro à d'autres pays. Alors, je ne dois pas être trop long, j'ai usé mon temps de parole, j'ai l'impression, mais je voudrais vous rendre sensible au fait que ces choix-là, nous ne pouvons pas aujourd'hui les faire sans le concours de l'Allemagne. Il y a eu un renversement du rapport de force en Europe. La France était le numéro 1, maintenant c'est l'Allemagne. Depuis la réunification, 20 ans sont passés, le plan industriel, le monétaire, l'excédent commercial, 150 milliards d'un côté, le déficit de la France, 53 milliards. Bon, il faut être conscient que notre force, elle est politique. Nous avons des atouts politiques. Et l'Allemagne, elle a besoin de nous pour donner une caution européenne à sa politique. Donc, si elle a besoin de nous, il faut faire comprendre que ça ne peut pas se faire sans contrepartie. Et j'ajoute qu'il faut aussi faire comprendre aux Allemands qu'en matière de défense, de politique extérieure, ils ne peuvent pas faire l'impasse sur ces questions, comme il le faut. Sur les questions énergétiques, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Ségolène, c'est une litote. Moi, je pense que le pari sur le solaire et l'éolien, c'est très sympathique. Et les coûts de revient sont 2 fois plus importants pour l'éolien, et aujourd'hui 7-8 fois pour le solaire. C'est un pari relativement aléatoire. De toute façon, le choix de sortie du nucléaire de l'Allemagne, il ne changera pas les dispositions de la Chine, de l'Inde, de construire des réacteurs. Et même le Japon ne remet pas en cause sa politique nucléaire. Donc, mais je sais qu'on peut penser qu'à un certain moment, on fera du solaire bon marché. Moi, je suis prêt à l'accepter l'augure. Mais c'est pas maintenant. Quand là, on peut en discuter. C'est pas une discussion de chiffonnier, mais il faut en discuter pour voir comment cela peut évoluer. Et dans l'immédiat, j'attire votre attention
sur le fait que l'Allemagne va remplacer ses centrales nucléaires par des centrales au charbon, ou bien au lignite, puisqu'ils produisent 200 millions de tonnes de lignite, hein, et au gaz qu'ils achètent en Russie, ce qui s'insère parfaitement dans la stratégie de développement de l'Allemagne. Donc, voilà des sujets qui sont sur la table qu'il faut traiter. Donc, une bonne entente est nécessaire, parce que pour l'Allemagne comme pour la France, le choix est de sortir de l'histoire ou de la continuer ensemble. Et nous devons essayer de la continuer ensemble. Et c'est difficile parce que je ne comprends pas si facilement que ça. Moi, je suis Belfortin, on est à 3/4 d'heure de Fribourg en Brisgau. Hein. Bon, c'est un autre univers. Hein. Donc, il y a un gros travail à faire pour rapprocher les points de vue. Et je pense que tout ce travail-là est devant nous. C'est notre programme. C'est cela qu'il faut faire si nous voulons gagner vraiment. Et c'est d'autant plus nécessaire que l'Europe s'impose dans le monde du XXIe siècle face à ce qu'on appelle le G2, c'est-à-dire le condominium conflictuel entre les États-Unis et la Chine, entre l'hyperpuissance d'hier et la superpuissance de demain. L'Europe, elle est coincée. L'euro, c'est la variable d'ajustement. Donc, je vais vite, parce que je dois m'acheminer vers la fin. Je pense que au cœur de la refondation d'une gauche de gouvernement qui tienne dans la durée et qui répondent à l'intérêt national aussi bien qu'à l'intérêt européen et qui servent les grands intérêts de l'humanité, au cœur de cette refondation, il y a notre capacité à lier les valeurs de la République, liberté, laïcité, égalité, fraternité, solidarité, et puis des valeurs qui sont aussi des valeurs de la République, les valeurs de la connaissance, les valeurs de la science, les valeurs des Lumières, dont nous sommes hérités. Les valeurs de l'école, car au fond tout est dans l'éducation. Même les problèmes de sécurité ne seront solubles que s'il y a une remise à niveau de l'éducation. Ça, c'est le grand dessein de la République. La République, il faut à travers. Et je pense que dans notre message, il y a ce lien entre les valeurs républicaines, les valeurs de Lumière, c'est les mêmes, hein, donc je les englobe dans une seule catégorie, et puis ces valeurs de transmission qui sont les valeurs de l'éducation, et même de la bonne éducation, les valeurs du travail bien fait. Tout ça, ce n'est pas des valeurs de droite. La gauche doit se les réapproprier. Nous devons les assumer. Nous devons les assumer comme ont su le faire les républicains de la Troisième République, les Gambetta, les Ferry, les Clémenceau. Mais Jaurès lui-même a-t-il un autre message? Qu'est-ce que c'est que le message de Jaurès? C'est la synthèse entre le marxisme, pour dire les choses carrément, et d'autre part les idéaux de la Révolution française. Hein, c'est quand même lui qui a écrit une histoire de la Révolution, une histoire socialiste de la Révolution française. C'est un maître libre. Jaurès avait compris ça, De Gaulle a compris ça aussi, d'un autre versant, d'un autre point de vue. Mais ils ont tous compris ça, parce que ils avaient la vision. Alors, je dis dans mon livre ironiquement que Helmut Schmidt dit « Quand j'entends un homme politique parler de vision, hein, je me demande s'il ne faut pas l'orienter sur l'asile psychiatrique. » Mais ça, c'est une réflexion, je dirais, typiquement allemande, parce que les Allemands, quand ils ont des visions, ça les conduit un peu plus loin que la ligne jaune. Donc, je pense que nous avons besoin, parce que nous sommes la République française, nous avons besoin d'un projet républicain moderne pour le XXIe siècle. C'est cela qu'il faut construire, en comprenant qu'il n'y a pas de civisme. Ségolène fait souvent appel aux valeurs du civisme, mais il n'y a pas de civisme sans patriotisme. D'ailleurs, je n'ai rien à lui apprendre, elle sait ça mieux que moi. Hein. En tout cas, aussi bien. Chers amis et camarades, il faut en effet réindustrialiser le pays. Parce que moi, ce qui me frappe depuis 30 ans, c'est l'érosion de notre base industrielle. Notre industrie, c'était 30% de la valeur ajoutée en 1982. Aujourd'hui, 13%. Nos grands groupes, ils font des bénéfices.
pas d'ascenseur, ils n'aident pas leurs sous-traitants, ils ne nous permettent pas d'avoir les PMI qui, je dirais, nous permettraient d'égaler l'Allemagne. Donc il y a beaucoup à faire pour orienter l'épargne. Nous avons, on ne le dit jamais assez, nous avons l'épargne la plus importante du monde avec l'Allemagne et le Japon. C'est un atout formidable. Et nous avons beaucoup d'autres atouts sur lesquels je passerai rapidement. La qualité du peuple français, un projet pour l'école que j'ai décliné dans mon livre, que je ne vais pas vous asséner, mais on peut réduire de 4 à 1 l'échec scolaire en s'y prenant très tôt, dès l'école primaire et même dès l'école maternelle, en dépistant et en hyper précoce. Car on s'aperçoit que les 20 à 25% d'enfants qui ne peuvent pas suivre sont ceux dont le bagage lexical, syntaxique est insuffisant, parce que dans leur famille, on emploie 200 mots, tout simplement. Donc il faut agir dès le départ, et on peut obtenir de bien meilleurs résultats. Et il faut aussi remettre en marche la machine éducative. Alors, une petite observation, cher Dominique, tu as fait une légère erreur. Mon mot d'ordre n'a jamais été 80% de bachelier, parce que moi je n'étais pas partisan de donner le bac à tout le monde. Je suis très exigeant sur les critères de qualité. C'est 80% au niveau du bac, c'est-à-dire poussant leurs études jusqu'à 18 ans. À l'époque, nous étions à moins de 40%. Et la plupart des autres pays étaient déjà à 70, 80, voire 100, comme le Japon. Et nous avons, en l'espace de 10 ans, triplé le nombre de nos lycéens, doublé le nombre de nos étudiants. Mais depuis 1995, la machine est en panne. Pourquoi? Vous le saurez en lisant mon livre. Je vous épargne. Voilà, maintenant, je voudrais conclure et vous dire que notre travail, nous devons l'orienter vers la jeunesse, vers des générations qui peuvent, à bon droit, estimer qu'elles n'ont pas été bien traitées. Si vous regardez le taux de chômage des jeunes en France, 23%. Si vous regardez les perspectives qui leur sont offertes, eh bien, ce sont des perspectives, malheureusement, qui se sont réduites au fil des ans, depuis 30 ans. Notre jeunesse n'a pas été gâtée. Nous ne lui laissons pas un monde dont il y a lieu de se réjouir, de se féliciter. Nous devons par conséquent bâtir un recours pour la jeunesse, avec elle, pour la République et pour la France, qui n'ont pas dit leur dernier mot, qui ne sont pas finis, si vous le voulez. Merci à Jean-Pierre Chevènement pour cet exposé plein de convictions. On a tous bien compris que vous étiez hostile à la façon dont la construction européenne s'était organisée depuis l'origine. Nous avons bien compris aussi qu'il fallait, selon vous maintenant, modifier les règles du jeu, en commençant par le fonctionnement de la Banque Centrale Européenne. Mais est-ce qu'on peut aller un tout petit peu plus loin et nous dire quelles autres règles du jeu il faudrait désormais modifier? Dans une Europe à 27, je vais me lever, vous voyez, donc je vais passer comme ça. Dans une Europe à 27, c'est très difficile à gouverner, il faut bien le dire. Et cette Europe à 27 sera bientôt une Europe à 35, quand on aura accueilli les États balkaniques, ce qui ne manquera pas d'arriver. Donc, en réalité, il faut bien le dire, on va vers une Europe à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels on ne se mettra d'accord. C'est déjà le cas de Schengen, c'est le cas de la politique monétaire, peut-être de la politique économique, sous réserve des observations que j'ai faites.
cas en matière de défense. Curieusement, ce n'est pas avec l'Allemagne que nous avons passé des accords relativement prometteurs, c'est avec la Grande-Bretagne. Je dis relativement, il faut toujours attendre de voir ce que ça donnera. Hein. Je pense qu'il y a d'énormes questions qu'on ne peut pas